Vous êtes-vous déjà retrouvé en jardinerie, un sachet de graines à 20 roubles dans une main et un magnifique emballage à 200 roubles dans l'autre? Les deux promettent des tomates juteuses ou des concombres croquants. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer 10 fois plus cher? Est-ce juste une question de marketing ou le prix élevé cache-t-il réellement la promesse d'une récolte record? Aujourd'hui, nous allons mener une expérience honnête pour répondre une bonne fois pour toutes à cette question. Nous planterons des graines bon marché et des graines coûteuses dans des conditions absolument identiques, et nous les suivrons de la première pousse au dernier fruit. Je vous le promets, les résultats vont vous surprendre. Pour la rigueur de notre expérience, nous avons choisi l'une des cultures les plus populaires, la tomate. Dans le coin gauche du ring, un sachet anonyme à 20 roubles, avec une image simple. Dans le coin droit, des graines d'un groupe agro-industriel réputé, vendues 200 roubles, promettant résistance aux maladies et saveur incroyable. Les conditions pour nos deux combattants seront spartiates, mais égales. Même terreau, même peau, et la même quantité de lumière et d'eau. Aucun traitement de faveur. C'est parti. Chers amis, nous lançons notre grande expérience. Premier chapitre, déballage et première prise en main. Devant nous, nos deux héros, deux challengers qui vont s'affronter dans la bataille pour la récolte. Penchons-nous sur notre premier participant. Il s'agit d'un sachet de graines à 20 roubles. Qu'est-ce qu'on y voit? Un design simple, voire un peu austère, du papier ordinaire qui se froisse facilement. La photo des tomates, disons-le, ne met pas franchement l'eau à la bouche. Elle est un peu pâle, comme si elle avait été dessinée au siècle dernier. Le nom de la variété est quelque chose de très générique et passe-partout, comme le favori du jardin ou la joie du potager. Tournons-le maintenant et lisons ce que le producteur nous promet. Généralement, c'est très concis ici. Des fruits gros et savoureux, un rendement élevé, facile d'entretien. Ça sonne bien, mais remarquez, pas de détails concrets. Quelle taille exactement? Quel rendement précis en kilogrammes? Résistant à quelle maladie? Silence radio, juste des mots doux et généraux, ceux qu'on aime entendre. Poids des graines, 0,1 g. La date de péremption est imprimée avec un simple tampon, parfois même un peu de travers. En somme, c'est un travailleur modeste qui ne cherche pas à en jeter plein la vue. Il est juste là. Et il ne coûte, je le rappelle, que 20 roubles. Passons maintenant à son adversaire, le sachet à 200 roubles. La différence est flagrante, visible à l'œil nu. Ce n'est plus du simple papier, mais un carton épais et glacé. Souvent, on a un double emballage. À l'intérieur, un autre sachet hermétique en aluminium pour une meilleure conservation. La photo des tomates est une véritable œuvre d'art. Vive, juteuse, chaque tomate brille, avec des gouttelettes de rosée visibles. On aurait presque envie de la croquer directement depuis l'image. Jetons un œil à la description. Ici, tout est bien plus sérieux. Premièrement, il s'agit très probablement d'un hybride F1, ce qui témoigne déjà du travail des sélectionneurs. Son nom sera percutant, peut-être étranger. Et ensuite, c'est une liste complète d'avantages, étayée par des faits. Résistance à des maladies spécifiques, par exemple le mildiou, la verticilliose, la cladosporiose. Le poids précis du fruit est souvent indiqué de 150 à 200 grammes, et le plus important, le rendement prévisionnel. Par exemple, jusqu'à 5 kg par pied avec de bonnes pratiques culturales. Le producteur n'a pas peur de faire des promesses et de les étayer avec des chiffres. Toutes les informations sont imprimées clairement, avec qualité. On sent que des marketeurs sont passés par là pour ce packaging. Donc, où en sommes-nous à ce stade? D'un côté, un sachet modeste et discret à 20 roubles. De l'autre, un bel emballage éclatant, convaincant et plein de promesses à 200. Mais après tout, l'emballage, ce n'est pas encore la récolte. Peut-être que c'est juste un marketing génial et que nous payons pour une belle image, ou bien derrière ce prix élevé se cachent réellement des technologies de pointe et une garantie de résultat. Ne faisons pas de suppositions. Il est temps de voir ce qui se cache vraiment à l'intérieur de ces sachets. Et maintenant, sans doute, le moment le plus intéressant. Jetons un œil à l'intérieur. Chapitre 2. L'apparence des graines. Après tout, comme on dit, la première impression est primordiale. Nous avons pris 2 coupelles blanches afin que tout soit parfaitement visible.
Commençons par verser le contenu du sachet bon marché. Que constatons-nous? Les graines se répandent en un petit tas hétérogène. La première chose qui saute aux yeux, c'est leur diversité. Elles sont de calibres variés. Certaines sont plutôt grosses et charnues, tandis que d'autres, juste à côté, sont minuscules et plates. En y regardant de plus près, on constate également de légères variations de couleur. Certaines sont plus claires, d'autres plus foncées. On en distingue même quelques-unes avec de petites taches sombres. Avec les graines, il y a aussi un peu de poussière, quelques impuretés minuscules, peut-être des fragments de fruits secs. On n'a pas l'impression qu'elles aient été triées avec soin, comme si elles avaient été simplement ramassées, séchées et mises en sachet. Cela soulève d'emblée une question: cette disparité de taille aura-t-elle un impact sur la future pousse? Peut-être que les plus petites graines donneront des plantes plus faibles. Retenons ce point. Et maintenant, le moment solennel. Découvrons le contenu du sachet haut de gamme. Souvent, comme je l'avais mentionné, ces paquets contiennent un sachet intérieur en aluminium. Nous le découpons délicatement et le versons sur la seconde coupelle. Et là, waouh! Le contraste est saisissant. On a l'impression qu'elles ont été fabriquées en usine plutôt que ramassées au jardin. Les graines sont alignées, une à une, comme des soldats au garde-à-vous. Elles sont toutes de taille et de forme pratiquement identiques, parfaitement calibrées. Leur couleur est uniforme, saine, d'un beige clair. Elles sont pures, sans la moindre poussière ou impureté. Visuellement lisses, il est évident que ces graines ont fait l'objet d'une sélection rigoureuse. Tout ce qui était petit, endommagé ou non conforme a été écarté. Plaçons maintenant les deux coupelles côte à côte. À gauche, l'équipe villageoise, composée de membres d'âge variés. À droite, une unité d'élite, en uniforme impeccable. La différence est flagrante. Et, encore une fois, la question se pose. Ce calibrage apporte-t-il un réel avantage? Ou s'agit-il simplement du perfectionnisme du fabricant que nous payons de notre poche? Car théoriquement, toute graine saine, même la plus petite, contient le programme génétique nécessaire à sa croissance. Mais l'apparence est une chose. Ce qui est bien plus important, c'est la façon dont les graines sont préparées pour leur épreuve principale, la mise en terre. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain chapitre. Passons au troisième chapitre, la préparation des semis, et c'est là que se manifestent les premières différences importantes, souvent invisibles à l'œil nu. Reprenons nos graines bon marché. Comme nous l'avons déjà vu, elles sont absolument nues, brutes, telles que la nature les a faites. Qu'est-ce que cela implique pour nous, jardiniers? Cela signifie que toute la responsabilité de leur préparation repose entièrement sur nos épaules. Si nous voulons maximiser nos chances de succès, il nous faut accomplir un véritable rituel. D'abord, la désinfection. Il faut faire tremper les graines dans une solution de permanganate de potassium ou dans un produit spécifique pour éliminer les éventuels spores de champignons à leur surface. Ensuite, un trempage dans un stimulateur de croissance pour les réveiller et leur donner un coup de pouce au développement. Certains pratiquent aussi le durcissement, le réchauffage. Bref, c'est tout un art, une science à part entière. Si vous êtes un jardinier expérimenté, cela ne vous posera pas de problème. Mais si vous débutez, il est facile de se tromper dans la concentration de la solution ou le temps de trempage et de simplement ruiner vos graines. En somme, pour quelques euros, nous achetons un véritable produit semi-fini qui demande encore beaucoup de travail. Penchons-nous maintenant sur les graines du sachet plus onéreux. Souvent, en les versant, on constate qu'elles ne sont pas seulement beiges, mais qu'elles sont recouvertes d'une pellicule colorée vive, verte, orange ou bleue. Ce n'est pas par souci esthétique. On appelle cela l'enrobage ou le dragéage. Imaginez, chaque graine est une minuscule pilule, dont l'enrobage contient déjà tout le nécessaire. Premièrement, cette enveloppe contient un fongicide. C'est l'équivalent d'une désinfection, mais réalisée de manière professionnelle avec un dosage parfaitement calibré. Cette couche protectrice défendra non seulement la graine, mais aussi la jeune pousse contre les champignons pathogènes présents dans le sol. Deuxièmement, l'enrobage intègre souvent un complexe de micro-éléments et de stimulateurs de croissance. C'est comme un capital de départ ou une barre énergétique pour la future plante.
Cela aide la graine à s'éveiller plus rapidement et lui apporte les nutriments essentiels durant la toute première et la plus vulnérable étape de sa vie. Autrement dit, le producteur de graines haut de gamme a déjà effectué tout le travail préparatoire pour nous. C'est comme s'il nous disait « Ne vous inquiétez de rien, nous avons pensé à tout. Il ne vous reste qu'à planter cette graine en terre. » D'ailleurs, il est impératif de ne jamais faire tremper ces graines au risque de retirer cette précieuse enveloppe protectrice. En résumé, à ce stade, les graines chères affichent un net avantage en termes de praticité et de technologie, mais la question fondamentale demeure. Ce kit de démarrage apportera-t-il un réel gain en termes de rapidité et de qualité de levée? La théorie, c'est une chose, mais il est temps de passer à la pratique. Chapitre 4. Le semis. Fini la théorie, les amis. Place à la partie la plus cruciale et la plus concrète de notre expérience. C'est maintenant que nous allons donner vie à nos futures plantes. Pour la rigueur de notre expérience, nous avons préparé des conditions absolument identiques, 2 bacs à semis identiques, le même terreau universel acheté dans la même enseigne et provenant du même sac. Nous avons rempli ces bacs, légèrement tassé le substrat et les avons étiquetés pour éviter toute confusion. Bon marché et cher. Pas de favoritisme, pas de traitement de faveur. Commençons par nos participants bon marché. Comme convenu, nous leur avons offert une préparation classique, un court trempage dans une solution légère de permanganate de potassium pour la désinfection. Maintenant, à l'aide d'une pince à épiler, nous disposons délicatement les graines sur la surface du terreau humide. Nous en semons très exactement 10. C'est crucial pour que nous puissions calculer précisément le taux de germination par la suite, autour des graines chères, celles qui ont déjà été traitées. Leur enveloppe colorée ressort bien sur la terre sombre. Je vous rappelle que celles-ci, nous les semons absolument sèches, directement sorties du sachet, afin de préserver tous les bienfaits de leur couche protectrice. De la même manière, avec la pince à épiler, nous déposons 10 graines dans leur bac dédié. Une fois toutes les graines en place, nous les recouvrons délicatement d'une fine couche du même terreau, environ un demi-centimètre à 1 centimètre. Nous pressons très légèrement la surface avec la paume de la main pour assurer un bon contact des graines avec la terre. Et pour finir, l'arrosage. Nous n'utilisons pas d'arrosoir pour ne pas déloger nos semis, mais nous humidifions le terreau avec un vaporisateur. Et là encore, contrôle strict, 20 pchit par bac. La touche finale, nous couvrons les 2 bacs d'un film alimentaire transparent. Cela créera un effet de mini-serre maintenant l'humidité et la chaleur, si essentielles à la germination. Nous les plaçons ensuite côte à côte dans un même endroit chaud et lumineux. Voilà, les jeux sont faits, les graines sont en terre. À partir de cet instant, la course commence. Il ne nous reste plus qu'à attendre, observer et consigner les résultats. Qui prendra l'avantage? Chapitre 5. L'attente des premières pousses. C'est sans doute l'étape la plus palpitante et un brin angoissante pour tout jardinier. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir et il ne reste plus qu'à attendre et espérer. Nos 2 bacs sont côte à côte comme des couveuses, protégées par un film transparent. Une journée s'écoule. Le silence, une deuxième, toujours rien. La terre dans les bacs reste humide, de la condensation se forme sur le film, signe que le microclimat est optimal. Au 3e jour, on commence à y jeter un œil plusieurs fois par jour. L'impatience monte, on scrute la surface sombre du substrat, cherchant le moindre signe de vie. Et puis, au matin du 4e jour, on s'approche de nos bacs et, ça y est, dans le bac étiqueté « Cher », on distingue une minuscule, mais très déterminée, petite boucle verte qui a percé la terre. C'est la première pousse, la plus audacieuse et la plus rapide. Au soir du même jour, 2 de ses compagnons l'ont rejointe. On dirait de petits éclaireurs, les premiers à sortir à la surface. Et qu'en est-il du bac avec les graines bon marché? Pour l'instant, le silence. La terre reste immobile. On vérifie encore une fois, aurait-on manqué quelque chose? Non, les conditions sont les mêmes, mais elles dorment encore. Le 5e jour se lève, le tableau se précise encore. Dans le bac cher, ce sont déjà 7 solides petites boucles vertes qui trônent fièrement. Elles ont l'air vigoureuses et pleines d'énergie, et dans le bon marché, enfin, une première pousse, un peu timide, fait son apparition. Elle est un peu plus fine que ses voisines concurrentes, mais elle est là, elle a percé.
À la fin du 6e jour, on peut déjà dresser un premier bilan. Les graines chères affichent un taux de réussite quasi parfait, et ce, presque simultanément. Quant au bon marché, elles germent de manière plus disparate. Certaines sont sorties le 5e jour, d'autres le 6e, et certaines commencent à peine à pointer le bout de leur nez. C'est un indicateur très important. Une germination homogène est la garantie que toutes les plantules se développeront de manière uniforme. On n'aura pas à attendre les retardataires. À ce stade, les graines chères l'emportent clairement en termes de rapidité et de synchronisation, mais le principal indicateur reste bien sûr le nombre total. Combien de pousses au total verront le jour? Laissons-leur encore quelques jours et nous ferons le compte. Une semaine s'est écoulée. Toutes les graines viables ont déjà germé. Il est temps de passer au chapitre 6, le plus crucial à ce stade, le décompte de nos plantules. Nous allons enfin obtenir les premiers chiffres concrets et évaluer l'un des indicateurs clés de la qualité des semences, le taux de germination. Commençons par le plateau étiqueté haut de gamme. Comptons ensemble. 1, 2, 3, 8, 9, 10. 10 sur 10, c'est un résultat de 100%. Chaque graine, enveloppée dans son enrobage protecteur, s'est réveillée pour donner vie à une nouvelle plante. Les jeunes pousses se tiennent bien droites, alignées avec une précision impeccable. C'est un résultat parfait qui prouve que le producteur n'a pas ménagé ses efforts pour sélectionner et traiter chaque graine. La totalité du lot s'est avérée viable, c'est impressionnant. Passons maintenant à notre plateau budget. Ici, le tableau est un peu différent. On constate tout de suite que les pousses sont moins denses. Comptons 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8 plantules. 2 graines n'ont tout simplement pas germé. Le taux de germination s'élève donc à 80%. À première vue, la différence ne semble pas si catastrophique. 80%, c'est un taux tout à fait acceptable, voire honorable pour des semences classiques. Beaucoup de jardiniers s'en contenteraient. Mais regardons la chose sous un autre angle. Cela signifie que 2 graines sur 10, soit 20% du contenu du sachet, étaient non viables dès le départ. Des coquilles vides. Nous avons gaspillé de la place dans le plateau, notre attention et notre temps pour elles. Si nous avions semé, disons, 100 graines, 20 d'entre elles n'auraient tout simplement pas levé. Et maintenant, traduisons cela en argent. Imaginons que notre sachet à 20 roubles contenait 10 graines. Le coût d'une graine est donc de 2 roubles. Puisque 2 n'ont pas germé, nous avons en fait jeté 4 roubles par la fenêtre. Le sachet haut de gamme coûtait 200 roubles, soit 20 roubles par graine. Mais toutes ont germé. Ici, nous n'avons pas perdu un seul kopek. Certes, en chiffres absolus, c'est une somme dérisoire, mais le fait en lui-même est très révélateur. En achetant des semences chères, nous payons pour une garantie, pour l'assurance que chaque graine est une plante potentielle. Avec les semences bon marché, nous jouons à une petite loterie. Cette fois, nous avons eu de la chance, 8 ont germé, mais cela aurait pu être 5 ou 6. À ce stade, les semences haut de gamme marquent leur premier point décisif grâce à leur taux de germination de 100%. Chapitre 7. La force et la santé des semis. Nous avons compté les quantités, mais il est maintenant temps d'évaluer la qualité, car il ne suffit pas de voir la graine germer. L'essentiel est de savoir comment la plante est venue au monde, en pleine forme ou chétive et fragile. Nous allons maintenant comparer attentivement nos 2 groupes de jeunes pousses. Regardons de nouveau les semis issus des graines chères. Qu'est-ce qui frappe immédiatement? Ils sont tous d'une uniformité exemplaire. Leurs tiges, ou pour reprendre le terme des agronomes, leurs hypocotyles sont dodus, d'un vert intense et juteux. Certaines présentent même une légère teinte violacée, signe d'un excellent développement et d'une bonne capacité à assimiler le phosphore. Les cotylédons, ces 2 premières feuilles, sont larges, charnues et entièrement déployés, tels des panneaux solaires avides de lumière. L'ensemble des semis est robuste, trapu et compact. On sent qu'ils ont bénéficié d'un excellent départ et d'une bonne réserve de nutriments, probablement contenus dans cette fameuse enveloppe colorée. Maintenant, portons notre regard sur le bac de semis issu des graines bon marché. Ici, le tableau est bien plus contrasté. Tout d'abord,
comme nous l'avons déjà mentionné, ils n'ont pas germé simultanément, ce qui explique leur taille inégale. Quelques plants robustes se distinguent, presque aussi forts que leurs coûteux homologues, mais la plupart des pousses sont nettement plus fines, leurs tiges sont plus pâles, d'un vert plus clair. Certaines se sont un peu plus étirées vers le haut, ce qui pourrait indiquer un léger manque de lumière ou une réserve d'énergie moindre. Leurs cotylédons sont également de plus petite taille. L'une des 8 pousses semble particulièrement faible et filiforme, comme un brin de fil. Il est douteux qu'elle puisse se développer pleinement par la suite. Il s'agit probablement de la pousse issue de la graine la plus minuscule. Si l'on place les 2 bacs côte à côte, la différence est saisissante. D'un côté, on a un commando de plants uniformes, homogènes et puissants. De l'autre, une équipe hétéroclite, avec des joueurs forts et des éléments manifestement faibles. Pourquoi est-ce si important ? Parce que c'est à ce stade précoce, fondamental, que se bâtissent les fondations de la future récolte. Une plantule robuste supportera mieux le repiquage, s'adaptera plus rapidement après la transplantation en pleine terre et sera plus résistante au stress et aux maladies. Un plant chétif, lui, exigera plus d'attention, de suppléments nutritifs et de gymnastique horticole. Et il n'est pas garanti qu'il rattrape ses homologues plus vigoureux au final. À ce stade, l'avantage des graines chères est manifeste. Elles offrent une qualité de semis supérieure et, surtout, plus homogène. Chapitre 8. Le repiquage, ou le premier empotage. Nos semis ont bien poussé. Ils ont développé leurs premières vraies feuilles, aux bords joliment découpés. C'est le signe que leurs racines sont à l'étroit dans leur bac commun et qu'il est temps d'offrir à chaque plantule son propre espace, un godet individuel. Ce processus s'appelle le repiquage et c'est le premier grand stress pour ces jeunes pousses. Nous allons voir maintenant comment nos 2 groupes de semis gèrent cette épreuve. Nous avons préparé des godets en plastique identiques et les avons remplis du même terreau. Notre tâche est d'extraire chaque plantule de son contenant commun avec le plus grand soin et de la transplanter. Il est crucial de minimiser les dommages à son système racinaire délicat. Commençons par les semis haut de gamme. Nous soulevons délicatement la motte de terre avec la plante à l'aide d'une petite spatule. Et que voyons-nous en l'extrayant ? La plantule possède un système racinaire superbement développé. Il s'agit d'une motte dense et bien ramifiée de racines blanches qui retient fermement la terre. C'est ce qu'on appelle un système racinaire fasciculé. Repiquer une telle plante est un vrai plaisir. Il suffit de placer cette motte dans le trou préparé dans le godet, de tasser la terre autour et d'arroser. La plante ne semble même pas remarquer qu'elle a déménagé. Elle ne perd pratiquement pas de turgescence, ses feuilles restent vigoureuses. Les 10 plantules supportent cette opération sans le moindre problème. C'est maintenant au tour de notre équipe économique. Nous soulevons avec la même délicatesse le premier plantule, le plus robuste. Son système racinaire est également correct, bien que peut-être un peu moins ramifié que celui des semis haut de gamme. Cependant, lorsque nous nous occupons des plantules plus faibles, la situation est différente. Elles ont nettement moins de racines. Elles sont plus fines et la motte de terre est moins compacte. Elles s'effritent facilement, exposant les racines. C'est déjà un mauvais signe. Tout dommage aux racines est un stress qui ralentira le développement de la plante de plusieurs jours. La pousse la plus faible, celle qui ressemblait à un simple fil, n'a montré, lors de l'extraction, qu'une ou 2 racines minuscules et fragiles. Les chances qu'elle s'enracine avec succès sont très minces. En fin de compte, après le repiquage, la différence entre les 2 groupes de plantes est devenue encore plus flagrante. Les semis haut de gamme se tiennent droits et vigoureux dans leur godet, comme si de rien n'était. En revanche, plusieurs plantules économiques ont visiblement fait la tête. Leurs feuilles sont tombantes. Elles auront besoin de temps pour se remettre du stress, réparer les racines endommagées et reprendre leur croissance, ce qui signifie qu'elles prendront encore plus de retard sur leurs concurrents. Chapitre 9. Le rythme de croissance. 2 semaines se sont écoulées depuis le repiquage. Pendant cette période, nos plantes devraient s'être complètement acclimatées à leur godet individuel et avoir démarré leur croissance active. Armons-nous d'une règle et effectuons des mesures de contrôle pour évaluer objectivement qui mène la course dans notre pépinière. Commençons par le lot issu des graines coûteuses.
La première chose qui frappe, c'est leur homogénéité. Les 10 plants ressemblent presque à des jumeaux. Ils ont des tiges épaisses et robustes, sur lesquelles 4 à 5 véritables feuilles larges et d'un vert foncé intense se sont déjà formées. Ils ne se sont pas étirés, au contraire, ils se développent en largeur, formant une rosette puissante. Prenons la règle et mesurons leur hauteur du sol à l'apex. Le premier, 12 cm, le second, 12,5, le troisième, 12. En moyenne, leur hauteur oscille entre 12 et 13 cm. C'est un excellent indicateur pour des jeunes plants sains et trapus. Passons maintenant à nos concurrents plus économiques. Pour rappel, il n'en restait plus que 8 après le repiquage. Le constat est ici, comme auparavant, hétérogène. Les 2 plants les plus vigoureux, qui étaient en tête dès le début, sont très prometteurs. Mesurons-les, 11 cm. Ils ont presque rattrapé les chairs, mais sont tout de même légèrement moins hauts, et leurs tiges sont un peu plus fines. Examinons ensuite les plants de taille moyenne. Il y en a 4. Ils accusent un retard notable. Leur hauteur est d'environ 8 à 9 cm. Ils ont moins de feuilles et celles-ci sont moins grandes. Il est clair que le stress du repiquage a été plus difficile pour eux et ils ont mis plus de temps à s'adapter. Enfin, les 2 plants les plus faibles qui ont eu du mal à survivre au repiquage. Ils semblent vraiment chétifs. Leur hauteur n'atteint que 5 à 6 cm. C'est déjà un retard considérable. Il sera probablement difficile d'en obtenir une bonne récolte, même avec un apport intensif d'engrais. Alors, que nous disent les chiffres? La hauteur moyenne des plants issus des graines coûteuses est de 12,5 cm et tous affichent une vigueur uniforme. La hauteur moyenne des plants bon marché, si l'on compte les 8 au total, est d'environ 9 cm. Mais le point crucial est l'énorme disparité en termes de qualité. Nous n'avons obtenu que 2 jeunes plants réellement bons, les 6 autres étant, pour ainsi dire, un compromis. À ce stade, il devient évident que les graines coûteuses ne garantissent pas seulement la croissance, mais une croissance prévisible, stable et de qualité pour l'ensemble du lot. Chapitre 10. La transplantation en pleine terre. La période de semis touche à sa fin. Nos jeunes plants se sont bien fortifiés, le temps s'est adouci, et l'heure est venue de passer à l'étape la plus cruciale, les installer à leur emplacement définitif. Pour notre expérience, nous avons préparé 2 parcelles absolument identiques, situées côte à côte. Leur sol est le même, tout comme leur exposition au soleil. Nous allons maintenant découvrir comment nos concurrents se comporteront dans des conditions réelles de combat. Nous avons préparé les trous de plantation en y ajoutant la même quantité de compost et de cendres, un kit de démarrage standard pour un bon départ. Aucun avantage ne sera donné à qui que ce soit. Commençons la plantation des plants haut de gamme. Nous extrayons délicatement les plants de leur godet. La motte est compacte, entièrement enveloppée de racines blanches et vigoureuses. C'est un signe idéal. Nous plaçons le plant dans le trou, le recouvrons de terre, le tassons légèrement et l'arrosons abondamment. Le processus se déroule sans accroc. Tous les plants sont robustes, sains et dotés d'un feuillage vert foncé. Ils ressemblent à de véritables athlètes, prêts pour de nouvelles prouesses. 10 jumeaux prennent place sur leur parcelle. Passons maintenant à l'équipe budget. Pour rappel, nous avons 8 plants de calibres différents. Les 2 plants leaders présentent également une belle motte racinaire et se transplantent sans difficulté. Mais pour les autres, la tâche est plus ardue. Chez les moyens, le système racinaire est moins développé, la motte moins compacte. Il faut agir avec une extrême prudence pour ne pas la désagréger. Les 2 plants les plus faibles, qui n'ont jamais réussi à rattraper les autres, ont une apparence plutôt triste. Leurs tiges sont fines et leurs feuilles sont pâles. Honnêtement, planter de tels semis est toujours un risque. Ils peuvent souffrir longtemps ou même périr après la transplantation. Mais les conditions de l'expérience sont les conditions. Nous les plantons tous. Au final, nous avons 2 parcelles. Sur l'une, une rangée régulière de 10 plants de force égale. Sur l'autre, une compagnie hétéroclite de 8 pieds, 2 costauds, 4 moyens et 2 outsiders assumés. À partir de ce moment, l'expérience entre dans une nouvelle phase. La période de semis passée sous serre est terminée.
Nos plants devront désormais affronter le monde réel, les variations de température, le vent, la pluie et les maladies potentielles. C'est maintenant que toutes les caractéristiques génétiques sélectionnées par les obtenteurs vont se révéler. Qui se montrera le plus résistant? Chapitre 11. L'adaptation à leur nouvel environnement. La première semaine, la plus critique après la plantation en pleine terre, est passée. C'est le moment où les plantes subissent le stress le plus intense dû au changement de milieu et où elles révèlent leur véritable vigueur. Voyons comment nos deux lots de plants gèrent cette phase d'adaptation. Approchons-nous de la planche de tomates haut de gamme. Le tableau est plus qu'encourageant. Les 10 pieds sont robustes, les feuilles bien dressées. Non seulement ils ont passé le cap de la transplantation, mais ils ont déjà démarré leur croissance. De nouvelles feuilles fraîches sont apparues au sommet de leurs tiges. La couleur de leur feuillage est restée d'un vert intense. Cela indique que leur puissant système racinaire a immédiatement pris le relais dans ce nouvel environnement, absorbant activement l'eau et les nutriments. Aucun signe de stress ou de flétrissement. On peut affirmer avec certitude que l'adaptation est un succès total à 100%. Passons maintenant à la planche voisine, celle de nos tomates économiques. Ici, comme on pouvait s'y attendre, la situation est moins univoque. Les deux plants leaders, qui étaient les plus robustes dès le départ, se portent également bien. Ils ont pris racine et ont aussi commencé à pousser, bien que peut-être un peu plus lentement que leurs concurrents haut de gamme. En revanche, les 6 autres plants montrent des signes évidents de stress. Les 4 plants intermédiaires semblent s'être mis en pause. Ils ne grandissent pas et aucune nouvelle feuille n'apparaît. Leurs feuilles basses ont légèrement jauni et sont retombées. C'est une réaction classique au stress de la transplantation. Toute leur énergie est actuellement consacrée non pas à la croissance de la partie aérienne, mais à la reconstruction et au développement de leur système racinaire. Ils survivront, mais accuseront un retard de développement d'au moins 1 semaine, voire 1 semaine et demie. Et malheureusement, nos 2 plants les plus faibles n'ont pas surmonté l'épreuve. Leurs fines tiges se sont affaissées, les feuilles ont séché, ils n'ont pas réussi à prendre. Cela signifie que sur 10 graines économiques, nous n'avons finalement obtenu que 6 plants viables et de qualité variable. Notre taux de germination initial de 80% s'est, en pratique, transformé en un taux de survie de 60%. À ce stade, nous constatons l'importance capitale du capital de départ dont bénéficiaient les semis haut de gamme. Leur robustesse, leurs racines puissantes et leur homogénéité leur ont permis de supporter la transplantation sans perte de temps ni d'énergie. Les graines économiques, en revanche, ayant produit des semis hétérogènes, ont conduit à ce qu'une partie des plants accuse un retard de développement significatif ou périsse. 12e chapitre, la formation du plant. Près d'1 mois s'est écoulé depuis la plantation en pleine terre. Nos plants de tomates ont bien grandi, et nous pouvons maintenant évaluer leur développement et la manière dont ils forment leur structure. C'est un indicateur crucial car la vigueur et la santé de la plante sont directement liées à la récolte future. Jetons un œil au rang de nos hybrides coûteux. Qu'observons-nous? Les 10 plants se développent de manière très homogène. Ils sont robustes, dotés d'une tige principale épaisse. Leurs feuilles sont grandes, d'un vert foncé intense, sans aucun signe de maladie. Mais le plus intéressant, c'est leur mode de croissance. Ces tomates produisent activement des pousses latérales, communément appelées gourmands, et elles le font de manière très synchronisée. Les plants sont touffus et bien feuillus. Cela témoigne d'une grande vigueur de croissance intrinsèquement génétique. Cette masse végétative puissante est en substance une véritable usine à produire les nutriments qui serviront ensuite à la formation des fruits. Bien sûr, il nous faudra intervenir pour former correctement le plant en supprimant les gourmands superflus, mais le potentiel inhérent à ces végétaux est tout simplement colossal. Passons maintenant à nos tomates budget. Pour rappel, il ne nous en reste que 6. Et là encore, on observe une disparité. 2 plants, les leaders du groupe, présentent un développement tout à fait correct. Ils poussent également bien, même si, en y regardant de plus près, leurs tiges sont tout de même légèrement plus fines et leurs feuilles plus petites que celles des plants plus onéreux.
Ils produisent activement des gourmands et s'efforcent de ne pas être en reste. Les 4 plants restants, qui ont eu plus de mal à se remettre de la transplantation, sont nettement en retrait en termes de développement. Ils sont plus petits, avec des tiges fines. Ils forment beaucoup moins de gourmands, et ceux-ci sont plus faibles. Les plants paraissent plus dégarnis et moins feuillus. On a l'impression qu'ils manquent de force pour une croissance vigoureuse. Ils semblent économiser leur énergie. L'un de ces 4 plants, en particulier, semble très faible. Ses feuilles arborent une teinte plus pâle, presque vert salade, ce qui pourrait indiquer une carence nutritionnelle. Si l'on compare les 2 rangs dans leur ensemble, la différence est colossale. Le rang des tomates coûteuses est un mur végétal dense, puissant et d'un vert éclatant. Celui des variétés économiques n'est qu'une succession d'îlots de verdure d'intensité variable. Il devient évident que le potentiel génétique des 2 groupes est distinct. Les hybrides onéreux sont programmés pour une croissance vigoureuse et intensive, tandis que les variétés plus abordables affichent des résultats plus modestes et surtout beaucoup plus inconstants. 13e chapitre, l'arrivée des premières fleurs. Nous entrons dans la phase la plus excitante, le début de la floraison. C'est un moment charnière où la plante passe de la croissance végétative à la préparation de sa future récolte. La vitesse et l'abondance de la floraison sont des indicateurs clés qui influencent directement la rapidité avec laquelle nous récolterons nos premières tomates mûres. Chaque jour, nous inspectons minutieusement nos parcelles, et voilà qu'environ 35 à 40 jours après la plantation des semis, un événement joyeux se produit sur la parcelle des tomates haut de gamme. Sur les 10 plants, presque simultanément, en 1 ou 2 jours, les premières grappes florales apparaissent. Elles sont puissantes avec de nombreux boutons d'un jaune éclatant. Les fleurs sont grandes et saines. C'est très impressionnant. Toute la parcelle est entrée en floraison de manière uniforme et vigoureuse. Une telle synchronisation confirme une fois de plus la haute qualité du matériel génétique et l'homogénéité des plantes. Nous pouvons être certains que la maturation des fruits sur cette parcelle sera tout aussi uniforme. Et qu'en est-il de la parcelle des tomates bon marché ? Ici, comme à toutes les étapes précédentes, la diversité règne. Nos 2 plants, leaders, s'efforcent de ne pas prendre de retard. Environ 3 à 4 jours après les plants haut de gamme, les premières grappes florales apparaissent également sur eux. Elles ont l'air plutôt bien, même si le nombre de boutons par grappe est peut-être un peu inférieur. C'est un bon résultat. Mais les 4 autres plants accusent un retard notable. Une semaine s'écoule et ils ne sont toujours pas en fleurs. Ils continuent de développer leur masse végétative, tentant de rattraper les leaders. Ce n'est qu'au 10e, 12e jour après le début de la floraison des plants haut de gamme que ces retardataires voient enfin apparaître leurs premières grappes florales plutôt modestes. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Un énorme décalage temporel. Lorsque les premiers fruits commenceront à se former sur les plants haut de gamme, une partie des plants bon marché ne fera que commencer à fleurir. Cela aura pour conséquence une maturation des récoltes non pas simultanée, mais étalée sur une longue période. Pour certains, cela pourrait être un avantage, mais en termes de productivité et de rapidité, les hybrides haut de gamme démontrent un avantage net. Ils ne perdent pas de temps et suivent fidèlement leur programme génétique, croissance rapide, floraison uniforme, récolte précoce. Chapitre 14. Résistance aux maladies et aux ravageurs. La mi-saison estivale n'est pas seulement une période de croissance active, mais aussi celle où divers agents pathogènes et insectes ravageurs se manifestent. Les pluies froides ont cessé, les nuits sont devenues plus fraîches et plus humides. Des conditions idéales pour le développement de la principale bête noire de toutes les tomates, le mildiou. Nous allons maintenant vérifier sur le terrain ce que valent les promesses des producteurs en matière de résistance aux maladies. Nous commençons bien sûr par inspecter le rang de nos tomates budget. C'est sur elles que nous constatons les premiers signes préoccupants. Sur les feuilles basses des 2 plants les plus faibles, de petites taches brunes avec un léger duvet grisâtre font leur apparition. C'est bien lui, le mildiou. La maladie commence à s'attaquer aux plants les plus vulnérables. Nous traitons bien sûr immédiatement l'ensemble du rang avec une solution préventive pour stopper la propagation de l'infection, mais l'apparition de la maladie est un fait désormais avéré.
De plus, sur l'un des plants leaders, nous constatons la présence de pucerons qui ont envahi la jeune pousse terminale. Il faut donc avoir recours aux insecticides. Nous nous dirigeons ensuite avec une attention particulière vers le rang des hybrides coûteux. Nous inspectons minutieusement chaque plant, du bas vers le haut. Et que constatons-nous? Rien. Les feuilles sont propres, vertes, sans la moindre tache suspecte. Même sur les feuilles les plus basses, celles qui sont en contact avec la terre humide, il n'y a aucun signe de maladie. Elles semblent absolument saines. C'est assez étonnant, car les rangs ne sont qu'à quelques mètres l'un de l'autre, et il est certain que les spores du champignon ont déjà atteint ces plants. Mais leur immunité, développée par les sélectionneurs, fait face avec succès à l'attaque. Elles sont effectivement résistantes, comme annoncé sur l'emballage. Quant aux ravageurs, le tableau est également plus positif ici. Nous n'avons trouvé que quelques pucerons sur un seul plant, ce qui n'est pas critique. À ce stade, la différence de prix des semences se manifeste de manière particulièrement éclatante. Ce n'est pas seulement le coût de la récolte, c'est aussi celui de la santé de vos plants. Les hybrides coûteux nous permettent d'économiser du temps, de l'énergie et de l'argent que nous aurions pu dépenser en fongicides et insecticides. Ils offrent une récolte plus saine et plus écologique, car ils nécessitent bien moins de traitements chimiques. La résistance génétique aux maladies est sans doute l'un des atouts majeurs des semences professionnelles, un avantage qui se révèle pleinement, et c'est là l'essentiel, dans des conditions météorologiques défavorables. 15e chapitre. La nouaison des fruits. Les fleurs ont fané, leurs pétales sont tombés, laissant place à de minuscules sphères vertes, les futures tomates. Cette étape est tout aussi cruciale que la floraison. Car il ne suffit pas de fleurir abondamment, encore faut-il que chaque fleur se transforme en fruit. De nombreux facteurs influencent ce processus, la météo, la pollinisation et bien sûr la génétique du plant lui-même. Approchons-nous de notre parcelle témoin, celle des tomates haut de gamme. Le spectacle est impressionnant. Dans presque chaque grappe florale, 5 à 6 fruits se sont formés. Ils sont uniformes et bien développés. On ne trouve pratiquement pas de fleurs avortées ou tombées. C'est ce qu'on appelle un taux de nouaison élevé. Le plant possède une vigueur suffisante pour assurer le développement de presque toutes les fleurs qu'il a produites. Les pieds sont littéralement couverts de grappes de petites tomates vertes. Dès à présent, à ce stade, on peut anticiper une très belle récolte. Passons maintenant à la parcelle voisine, celle des variétés plus économiques. Ici, la situation est, comme toujours, plus inégale. Nos deux plants les plus prometteurs se défendent plutôt bien. Leurs grappes portent 3 à 4 fruits. C'est moins que pour les plants haut de gamme, mais le résultat reste tout à fait honorable. Cependant, à côté des fruits déjà formés, on observe de nombreux pédoncules desséchés de fleurs tombées. Le plant n'a tout simplement pas eu l'énergie suffisante pour alimenter tous les boutons floraux de la grappe et il a dû en abandonner les superflus. En revanche, sur les 4 plants plus faibles, la situation est bien plus préoccupante. Dans les grappes qui comptaient 5 à 7 fleurs, seules 1 ou 2 petites tomates ont réussi à se former. Toutes les autres fleurs ont simplement chuté. Certaines grappes sont même restées entièrement vides, ne produisant pas la moindre nouaison. Au final, les plants ont une allure très modeste, avec seulement quelques fruits verts solitaires qui pendent çà et là. Comment expliquer cette différence? Chez les hybrides, développés par des professionnels, la capacité à nouer des fruits est souvent génétiquement programmée, même dans des conditions défavorables, par exemple en cas de forte chaleur ou à l'inverse par temps frais. Chez les variétés traditionnelles ou standards, cette capacité est moins marquée. Elles sont plus exigeantes et réagissent vivement à tout stress, en abandonnant leurs fleurs et leurs jeunes fruits. En conclusion, à ce stade, nous constatons que les semences haut de gamme ne se contentent pas de promettre, mais garantissent réellement une productivité bien supérieure pour chaque plant. La quantité de futures tomates dans ces parcelles ne se distingue déjà plus en pourcentage, mais se compte par des facteurs multiples. Chapitre 16. Taille et forme des fruits. Quelques semaines supplémentaires se sont écoulées. Nos petites tomates vertes ont bien grandi, se sont remplies et ont atteint la taille caractéristique de leur variété. Nous pouvons maintenant évaluer leur apparence et les comparer avec les promesses de l'emballage.
Commençons par la parcelle où poussent nos chers hybrides. La première chose qui frappe, c'est l'uniformité. Tous les fruits sur les pieds sont des copies conformes. Ils ont une forme parfaitement ronde ou oblongue, exactement comme sur l'image brillante du sachet. La peau est lisse, brillante, sans la moindre tache ni fissure. Le calibre est également impressionnant. Nous prenons une règle et mesurons quelques tomates au hasard. Toutes sont dans les 6-7 cm de diamètre. Ce sont de gros fruits, pesants, que les agronomes qualifient de commercialisables. On pourrait sans rougir en mettre n'importe lequel sur un étal de magasin. Les plantes semblent très productives. De puissantes grappes se courbent sous le poids de fruits uniformes et magnifiques. Passons maintenant à la parcelle économique. Ici, nous retrouvons encore une fois la diversité. Sur les 2 plans les plus prometteurs, pendent des tomates tout à fait acceptables. Elles sont bien sûr moins parfaites que celles des hybrides coûteux. Certaines sont légèrement difformes, d'autres présentent une certaine nervosité autour du pédoncule, et le calibre est irrégulier. Sur une même grappe, on peut trouver une grosse tomate et plusieurs autres nettement plus petites. Mais dans l'ensemble, c'est un bon résultat pour une variété standard. Mais sur les 4 autres plans, le tableau est bien plus sombre. Les fruits sont rares et franchement minuscules. Beaucoup n'ont pas dépassé la taille d'une noix. Leurs formes sont des plus variées. Il y en a des rondes, des tordues et même certaines anguleuses. Sur certaines tomates, surtout à l'extrémité, des taches sombres sont apparues. C'est la pourriture apicale, une maladie physiologique qui affecte souvent les plantes affaiblies dans des conditions défavorables. Autrement dit, une partie de cette récolte déjà maigre sera tout simplement gâchée. Au final, en comparant l'apparence, les graines coûteuses nous ont offert une récolte de qualité supérieure, de beaux fruits uniformes et de gros calibre, parfaitement conformes à la variété annoncée. Les graines bon marché, quant à elles, ont donné une récolte de classe économique, des fruits de taille variée, pas toujours esthétiques, dont une partie s'est avérée minuscule ou affectée par des maladies. Il est déjà évident, à l'œil nu, avant même la pesée, que les tomates issues des graines chères dominent largement en termes de masse de récolte. Chapitre 17. La vitesse de maturation. Les tomates vertes, c'est une chose, bien sûr, mais ce que nous attendons tous avec impatience, c'est de les voir enfin rougir. Pour de nombreux jardiniers amateurs, surtout ceux qui vivent dans des régions où l'été est court, la rapidité de la première récolte est un facteur absolument crucial. Voyons donc lequel de nos concurrents se montrera le plus rapide dans cette dernière course. Chaque jour, nous inspectons les plants avec impatience. Et puis, un beau matin ensoleillé, nous l'avons remarqué. Sur le carré des hybrides haut de gamme, l'une des tomates, sur la grappe inférieure, commençait à changer de couleur. D'abord un peu laiteuse, elle s'est ensuite légèrement rosie avant de s'illuminer d'un rouge vif et intense en seulement quelques jours. Le premier est arrivé. Mais le plus surprenant, c'est que les autres ont suivi son exemple presque immédiatement. En l'espace d'une semaine à peine, les grappes inférieures de tous les 10 pieds se sont mises à mûrir de concert. C'est un avantage incroyable. On peut venir le week-end et récolter d'un coup une belle quantité, au lieu de courir tous les jours après 1 ou 2 tomates rougissantes. Et qu'en est-il du carré économique ? Nos 2 pieds leaders, qui avaient tout fait pour ne pas se laisser distancer, nous ont également offert leurs premiers fruits rougis. Cependant, cela s'est produit environ 5 à 7 jours plus tard que chez les hybrides haut de gamme. Un décalage déjà significatif. Sur les 4 autres pieds, le processus de maturation a été encore plus long. Alors que les pieds haut de gamme produisaient déjà abondamment leur première récolte, les fruits de ces derniers étaient encore parfaitement verts. La toute première tomate rouge, cueillie sur le plus faible des pieds survivants, est apparue près de 2 semaines et demie plus tard que sur les pieds coûteux. Quelles en sont les conséquences? Cela signifie qu'une partie de la récolte de ces pieds tardifs risque tout simplement de ne pas avoir le temps de mûrir avant l'arrivée des premiers froids automnaux. Il faudra alors cueillir les fruits encore verts et les faire mûrir chez soi, sur le rebord d'une fenêtre. Et comme chacun sait, le goût et l'arôme ne sont absolument pas les mêmes. Ainsi, les graines coûteuses ont une fois de plus prouvé leur valeur. Elles ont non seulement garanti une maturation précoce, mais aussi, et c'est tout aussi important,
une récolte homogène et groupée. C'est un avantage supplémentaire à mettre à leur actif qui démontre qu'un prix élevé est le reflet d'années de travail de sélection visant à obtenir un résultat prévisible et rapide. Chapitre 18. La pesée de la récolte. C'est le moment de vérité, le point culminant de notre expérience. Nous avons terminé la récolte de tous les fruits mûrs de nos 2 parcelles. Devant nous se trouvent 2 grandes corbeilles de tomates. Visuellement, la différence est déjà flagrante, mais nous avons besoin de chiffres précis et impartiaux. Pour cela, nous nous sommes équipés d'une balance de cuisine électronique. Commençons par la récolte de la parcelle où poussaient nos chers hybrides. Je vous le rappelle, il y avait 10 plants. Nous avons pesé les tomates par lot en additionnant les résultats. Le chiffre final affiché est impressionnant. 22 kg et 400 g. 22 kg de tomates sélectionnées, magnifiques. Par un calcul simple, nous obtenons qu'en moyenne, chaque plant nous a donné un peu plus de 2 kg et 200 g de récolte. C'est un excellent résultat, digne d'une production industrielle qui correspond parfaitement aux promesses figurant sur l'emballage. C'est maintenant au tour de la récolte de la parcelle économique. Ici, je vous le rappelle, seulement 6 plants ont survécu et donné des fruits. Nous plaçons la corbeille sur la balance. Le chiffre affiché, 7 kg et 800 g, presque 3 fois moins, mais calculons le rendement moyen par plant afin que la comparaison soit plus juste. En divisant 7 kg 800 par 6 plants, nous obtenons 1 kg et 300 g par plant. Comparons maintenant les rendements moyens, 2 kg 200 g par plant d'hybride chair contre 1 kg 300 g par plant de la parcelle économique. La différence s'élève à 900 g. Autrement dit, l'hybride chair s'est avéré presque 70% plus productif que le plant moyen issu de graines bon marché. Revenons à l'aspect financier. Nous avons dépensé 200 roubles pour les graines coûteuses et avons obtenu 22 kg. Le coût de revient d'un kilogramme de tomates, rien que pour les graines, est d'environ 9 roubles. Pour les graines bon marché, nous avons dépensé 20 roubles et obtenu près de 8 kg, soit un coût de revient de 2,5 roubles par kilogramme. Oui, à première vue, les graines bon marché semblent plus avantageuses sur ce critère, mais nous avons obtenu presque 3 fois moins de récolte sur la même surface. Si nous avions voulu obtenir 22 kg avec les graines bon marché, il nous aurait fallu presque 2 fois plus de terre, d'efforts, d'eau et d'engrais. Sans compter les dépenses pour les traitements contre les maladies que nous avons dû appliquer à la parcelle économique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur le critère principal, le rendement, les graines coûteuses ont remporté une victoire sans appel. Chapitre 19. La dégustation. Eh bien, mes amis, voici l'étape la plus agréable de notre expérience. Les chiffres sur la balance, c'est important, bien sûr, mais après tout, on ne cultive pas des légumes uniquement pour le poids. Non, c'est pour le goût que nous les cultivons. Nous allons maintenant procéder à une dégustation à l'aveugle pour découvrir s'il y a une réelle différence entre ce qui se cache sous leur peau. Pour cela, nous avons sélectionné quelques-uns des fruits les plus représentatifs de chaque planche de culture, les avons coupés et disposés sur 2 assiettes distinctes. Commençons par goûter la tomate issue des semences bon marché. Nous la coupons et que voyons-nous? Elle est assez aqueuse, voire un peu fade. Beaucoup de jus, de nombreuses loges à graines. Ses parois sont relativement fines. Sentons-la. L'arôme est présent, oui, mais il est plutôt faible, un peu vert, herbacé. Et maintenant, le plus important, le goût. Nous croquons dedans. C'est une tomate ordinaire, rien d'extraordinaire. Le goût est simple, avec une acidité bien marquée. La douceur, elle, est quasiment absente. Elle n'est pas mauvaise en soi, on peut tout à fait la couper en salade, mais elle ne suscite aucune émotion particulière. Elle ressemble étrangement à ces tomates d'hiver insipides que l'on trouve en supermarché. Et maintenant, le moment de vérité. Passons aux fruits cultivés à partir d'une semence coûteuse. Visuellement déjà, elle paraît bien plus appétissante. Nous la coupons, et là, la différence saute aux yeux. Elle est charnue, sucrée à la coupe, peu de graines et une chair abondante. Ses parois sont épaisses et denses, et l'arôme, ah, ça, c'est une toute autre histoire. Il est intense, doux, c'est l'essence même de la tomate, celle qui évoque l'été, le jardin, la campagne. On ferme les yeux et on savoure.
Ah oui, c'est bien ça, exactement ça. La saveur est riche, complexe. Elle est douce, sans être écœurante, avec cette légère pointe d'acidité, à peine perceptible, qui apporte un équilibre parfait. Elle est juteuse, mais pas du tout aqueuse. Chaque bouchée est un vrai plaisir. Le verdict de cette dégustation est sans appel. Si la tomate bon marché est un simple carburant, un légume à salade, la tomate issue des semences coûteuses est un véritable délice, un plat à part entière que l'on savoure nature, juste avec un peu de sel. La différence de saveur n'était pas seulement perceptible, elle était tout simplement monumentale, et c'est cette différence, sans aucun doute, qui constitue l'argument le plus convaincant en faveur des semences de qualité, car après tout, c'est pour cette saveur unique que nous nous donnons tant de mal au jardin. Chapitre 20. Le bilan final. Notre longue et passionnante expérience touche à sa fin. Nous avons parcouru tout le chemin, de la petite graine aux fruits mûrs. Il est temps de rassembler tous les faits et de répondre à la question principale que nous nous sommes posée dès le début. Faut-il vraiment payer plus cher pour des graines? Y a-t-il une réelle différence entre un sachet à 20 roubles et un autre à 200? Reprenons les différentes étapes. Les graines chères ont montré une germination homogène et un taux de réussite de 100%. Les moins chères, elles, ont germé à 80% et de manière irrégulière. Les jeunes plants issus des graines onéreuses étaient robustes, sains et uniformes. Ceux des graines bon marché étaient de tailles diverses, avec plusieurs plants clairement faibles. Après la mise en pleine terre, tous les plants haut de gamme se sont parfaitement adaptés, tandis que, parmi les moins chers, 2 sont morts et les autres ont mis beaucoup de temps à se rétablir. Pendant leur croissance, les hybrides coûteux ont démontré une vigueur impressionnante, une bonne résistance aux maladies et une floraison précoce et uniforme. Les variétés bon marché ont poussé plus lentement, ont nécessité un traitement contre le mildiou et ont fleuri avec un retard considérable. Et enfin, le point culminant, la récolte. Les graines coûteuses nous ont offert de beaux fruits, gros et uniformes. Leur poids total par plant était près de 70% supérieur. Et le plus important, leur saveur était riche, sucrée, authentique. Les graines bon marché ont produit des tomates de taille variée, pas toujours les plus belles, avec un goût ordinaire un peu acide. Alors, qu'en concluons-nous? Nous ne payons pas pour un joli emballage. Derrière ce prix plus élevé se cachent des années de travail des sélectionneurs qui ont investi un potentiel énorme dans cette petite graine. Nous payons pour une génétique qui assure prévisibilité, fiabilité et haute qualité. Nous payons pour une résistance aux maladies, ce qui nous économise temps et argent en produits chimiques. Nous payons pour une récolte précoce et abondante. Et finalement, nous payons pour un goût exceptionnel. Bien sûr, cela ne signifie pas que toutes les graines bon marché sont mauvaises. On peut parfois y trouver des options valables, surtout si vous aimez expérimenter. Mais c'est toujours une loterie. Les graines professionnelles et coûteuses ne sont pas une loterie, c'est un investissement dans votre future récolte, dans votre temps et dans le plaisir que vous tirez du jardinage. Et notre expérience a clairement démontré que ces investissements sont largement rentables. Et maintenant, passons aux moments les plus étonnants de notre expérience, ceux qui se sont avérés être une véritable révélation. Le premier choc est survenu dès l'étape de la germination. Les graines bon marché ont montré un taux de germination de 9 sur 10, tandis que les plus chères affichaient un parfait 10 sur 10. Une différence minime. Au début, on a même cru avoir gaspillé notre argent. Les semis se sont aussi développés de façon quasi identique, et nous nous préparions déjà à déconstruire le mythe des graines coûteuses. Mais c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Et là le tournant. Après la plantation en pleine terre, lorsque, au cœur de l'été, des pluies froides se sont installées, les pieds issus des semences économiques ont été les premiers à se couvrir de taches de mildiou. Nous avons dû les traiter. Les plus chères, elles, comme promis, ont fait preuve d'une résistance phénoménale. Elles n'ont pratiquement pas été affectées, mais la vraie surprise nous attendait sur la balance. La récolte des pieds issus des graines coûteuses s'est avérée 40% plus lourde. Les fruits étaient plus gros, plus uniformes, parfaitement calibrés. Les bons marchés, elles, ont produit de nombreuses tomates petites et mal formées.
Et enfin, le goût. Les tomates issues des graines économiques étaient banales, un peu acides, aqueuses. Quant aux coûteuses, elles étaient sucrées, charnues, avec ce vrai goût de tomate, cette saveur authentique. La différence n'était pas seulement notable, elle était monumentale. Alors, tirons les conclusions. Vaut-il la peine de dépenser 10 fois plus pour des graines? Notre réponse est oui, si vous tenez au résultat. Les graines bon marché, c'est une loterie. Vous pouvez tomber sur la bonne ou la mauvaise pioche. Les graines chères, c'est un investissement dans la prévisibilité, dans la santé de vos plantes, dans la quantité et surtout dans la qualité de votre récolte. Vous ne payez pas pour un bel emballage, mais pour des années de travail des sélectionneurs, pour une génétique qui vous garantira le succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si notre expérience vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines comparaisons et tests. Et maintenant, une question pour vous. Quelle a été votre expérience la plus réussie ou au contraire la plus ratée avec les graines? Partagez vos histoires dans les commentaires, discutons-en ensemble.